C'était un matin pluvieux dans la petite ville de Provence. Jacques, un homme connu pour sa générosité et son courage, partait tôt au travail, comme d'habitude. Il aimait profiter de la tranquillité des premières heures du jour, lorsque la ville se réveillait encore lentement. En conduisant sur la route principale, quelque chose attira son attention sur le côté de la route. Il arrêta brusquement la voiture et descendit pour enquêter. Jacques trouva une femme évanouie, trempée par la pluie, les vêtements couverts de boue et le visage pâle. Il vérifia immédiatement son pouls et soupira de soulagement en sentant qu'elle était en vie, mais elle avait besoin de soins urgents. Sans hésiter, il la prit dans ses bras et la déposa soigneusement sur le siège arrière de sa voiture. « Eh tiens bon, je vais t'emmener à l'hôpital », dit Jacques en accélérant vers l'hôpital le plus proche. À son arrivée à l'hôpital, Jacques se précipita à l'intérieur en demandant de l'aide. Les infirmières apportèrent rapidement un brancard et emmenèrent la femme aux urgences. Jacques, inquiet, attendit à la réception, espérant qu'elle se rétablirait. Après un certain temps, une infirmière s'approcha de lui. « La femme que vous avez amenée est maintenant stable, mais elle n'a pas encore repris connaissance. Nous avons trouvé quelques blessures légères, mais rien de très grave. » Cependant, elle n'avait aucun document d'identification sur elle. Jacques fronça les sourcils. Qui était cette femme et que lui était-il arrivé? Déterminé à ne pas l'abandonner, il demanda s'il pouvait la voir. « Bien sûr, mais elle est encore inconsciente, répondit l'infirmière. Jacques entra dans la chambre silencieuse et s'assit près du lit. Il observa la femme de près, cherchant un indice sur son identité. Ses pensées furent interrompues lorsqu'elle commença à bouger légèrement. Quelques instants plus tard, ses yeux s'ouvrirent lentement. « Et où suis-je » murmura-t-elle, sa voix faible et confuse. « Et vous êtes à l'hôpital. Je vous ai trouvé au bord de la route. Comment vous sentez-vous » demanda Jacques avec gentillesse. Elle regarda autour d'elle, effrayée et désorientée. « Je ne sais pas qui je suis. Je ne me souviens de rien. » Jacques ressentit un serrement au cœur en voyant le désespoir dans ses yeux. Déterminé à l'aider, il prit sa main et dit « Ne vous inquiétez pas, nous allons découvrir tout cela ensemble. Vous pouvez rester avec moi jusqu'à ce que nous retrouvions votre mémoire. Je m'appelle Jacques. » La femme, soulagée par la gentillesse de Jacques, esquissa un faible sourire et murmura « Merci, Jacques. » Jacques ressentit une énorme responsabilité, mais aussi un étrange et profond désir de protéger cette femme inconnue. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais il était déterminé à l'aider à retrouver sa vie et à découvrir la vérité sur son passé. Ainsi, le destin de Jacques et de la mystérieuse femme qu'il baptiserait Camille s'entrelaçait, lançant un voyage plein de défis, de découvertes et d'une connexion inattendue. Camille se réveilla à l'hôpital, entourée d'un environnement inconnu. La lumière blanche et stérile de la chambre lui brûlait les yeux alors qu'elle essayait de se rappeler où elle était et comment elle avait atterri là. La dernière chose dont elle se souvenait était la pluie, le froid et un sentiment écrasant de désespoir. Une infirmière entra dans la chambre et, voyant que Camille était réveillée, lui sourit gentiment. « Bonjour, comment vous sentez-vous » Camille regarda autour d'elle, désorientée. « Je ne sais pas. Où suis-je ? Et qui suis-je » L'infirmière parut préoccupée et appela le médecin. Quelques minutes plus tard, un homme en blouse blanche entra dans la pièce, examinant Camille d'un regard attentif. « Je m'appelle docteur Moreau, dit-il calmement. Et vous avez été amené ici hier par un homme nommé Jacques. Il t'a trouvé évanoui au bord de la route. Vous n'aviez aucun document d'identification avec vous. Pour l'instant, nous vous appelons Camille. Pouvez-vous me dire si vous vous souvenez de quelque chose, n'importe quoi ?» Camille ferma les yeux, essayant de fouiller dans sa mémoire à la recherche d'un souvenir, mais tout était blanc. « Non, je ne peux me souvenir de rien. Mon nom est Camille. » Le docteur Moreau acquiesça. « Et oui, c'est un nom temporaire jusqu'à ce que nous puissions découvrir votre véritable identité. » Pendant ce temps, Jacques attendait patiemment à la réception de l'hôpital. Lorsque l'infirmière l'appela enfin à entrer, il se leva rapidement et se rendit auprès de Camille. Il la trouva assise sur le lit, pâle et visiblement effrayée. « Salut, Camille »
lui dit-il doucement, s'asseyant à côté d'elle. Comment te sens-tu ? Elle le regarda, ses yeux reflétant la peur et la confusion. Je ne me souviens de rien. Ni de mon nom, ni de comment je suis arrivé ici. Jacques sentit un serrement au cœur. Il avait décidé de prendre soin d'elle et maintenant, en voyant sa vulnérabilité, cette décision se renforçait. Je sais que cela doit être très effrayant, mais tu n'es pas seul. Je suis là pour t'aider. Si tu veux, tu peux rester avec moi jusqu'à ce que nous retrouvions ta mémoire. Camille hésita un moment, mais la gentillesse dans les yeux de Jacques la réconforta. Tu ferais vraiment ça pour moi ? Bien sûr, répondit-il avec un sourire sincère. Ma maison peut ne pas être grande, mais elle est accueillante. Et je suis sûre que la communauté voudra aussi aider. Camille ressentit une vague de gratitude et de soulagement. Et merci, Jacques. Je ne sais pas comment je pourrais te remercier pour ça. Jacques secoua la tête. Ne t'en fais pas pour ça maintenant. L'important est que tu te rétablisses. La décision prise, ils sortirent tous les deux de l'hôpital ensemble, prêts à relever le défi de découvrir le passé de Camille. Elle était anxieuse et nerveuse, mais elle ressentait aussi une étrange sensation de sécurité aux côtés de Jacques. Le voyage qui commençait était rempli d'incertitudes, mais le lien qui se formait entre eux donnait à Camille un nouvel espoir pour l'avenir. Les premiers jours dans la maison de Jacques furent un mélange d'émotions pour Camille. La petite maison de campagne, avec ses meubles rustiques et sa décoration simple, offrait un environnement chaleureux qui contrastait avec l'agitation qu'elle ressentait à l'intérieur. Jacques, toujours gentil et patient, faisait de son mieux pour l'aider à se sentir chez elle. Camille s'adapta rapidement à la routine de la maison. Elle aidait Jacques dans les tâches quotidiennes, comme cuisiner, nettoyer et s'occuper du jardin. Chaque tâche simple offrait une distraction bienvenue de son esprit agité. Elle commença également à explorer la petite communauté locale, rencontrant des voisins sympathiques et curieux de la nouvelle arrivante. Bonjour, Camille, y dit Madame Dupont, la propriétaire de la boulangerie locale, par une matinée ensoleillée. J'espère que tu t'adaptes bien. Jacques est un homme merveilleux, toujours prêt à aider tout le monde. Camille esquissa timidement un sourire. Eh oui, il a été incroyable. Je suis très reconnaissante pour tout. Alors que Camille s'intégrait à la vie dans la petite ville, elle et Jacques développèrent une amitié profonde. Ils passaient les soirées à discuter de leur vie, de leurs rêves et de leurs espoirs. Jacques, avec sa nature protectrice, devint un soutien indispensable pour Camille. Il l'écoutait patiemment, lui donnant des conseils et des mots réconfortants chaque fois qu'elle en avait besoin. Cependant, malgré le nouveau sentiment d'appartenance, Camille était tourmentée par des flashs de souvenirs douloureux et confus. Parfois, pendant une tâche simple, son esprit était envahi par des images fragmentées, un visage en colère, des cris, du feu. Ces souvenirs fragmentés la rendaient inquiète et anxieuse. Une nuit, alors que Jacques et Camille étaient assis sur le balcon, appréciant le silence de la nuit, elle décida de partager ses préoccupations. Jacques, parfois, j'ai l'impression d'être au bord de me souvenir de quelque chose d'important, mais tout est si confus et effrayant, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Jacques la regarda avec inquiétude. Et Camille, je sais que cela doit être difficile. Mais rappelle-toi, tu n'es pas seule. Nous allons découvrir cela ensemble, pas à pas. Il n'y a pas de précipitation. L'important est que tu te sentes en sécurité et que tu saches que tu peux compter sur moi. Elle sourit, bien qu'elle se sentait toujours perturbée. Et merci, Jacques. Ta présence a été un réconfort indescriptible pour moi. J'espère juste qu'un jour ces souvenirs auront un sens. Au fil des jours, Camille continua de lutter contre les fragments de son passé, essayant d'assembler les pièces du puzzle de sa vie. Elle savait qu'avec Jacques à ses côtés, elle avait une chance de découvrir la vérité, et peut-être, de trouver la paix qu'elle désirait tant. Et ainsi, même avec les ombres de son passé planant sur elle, Camille se sentait plus forte, prête à affronter ce qui viendrait, un jour à la fois. Alors que Camille s'adaptait à sa nouvelle vie dans la petite ville de Provence, à Paris, une tempête se préparait dans le monde luxueux et impitoyable des affaires. Henri, un homme d'affaires prospère mais connu pour sa froideur et son ambition démesurée, faisait face à une crise personnelle et professionnelle. Henri était dans son bureau, un espace élégant avec vue panoramique sur la ville, lorsqu'il reçut la nouvelle qui ébranlerait son monde.
Son assistante entra dans la pièce avec une expression préoccupée. « Monsieur Henri, votre épouse, Isabelle, a disparu. Elle n'a pas été vue depuis hier et ne répond pas au téléphone. » Henri se leva brusquement, son visage reflétant un mélange de surprise et de colère. « Comment ça, disparu ? Isabelle ne disparaîtrait jamais sans laisser de traces. » Il commença immédiatement à appeler tous les contacts qu'il pouvait penser, amis, famille, collègues. Mais personne ne savait où se trouvait Isabelle. L'inquiétude se transforma rapidement en désespoir. Henri, toujours contrôlé et calculateur, se sentait impuissant pour la première fois. Résolu à retrouver sa femme, Henri engagea les meilleurs détectives de Paris et utilisa tous les moyens disponibles. L'argent n'était pas un problème pour lui, et il était prêt à dépenser ce qui était nécessaire pour ramener Isabelle. À chaque jour qui passait sans nouvelles, son anxiété augmentait. Les détectives commencèrent leur enquête, fouillant la ville, interrogeant toute personne ayant pu voir Isabelle. Les premières pistes ne menaient nulle part, et Henri commençait à craindre le pire. Il savait que les secrets de son passé sombre pouvaient être liés à la disparition d'Isabelle. Des secrets qu'il gardait précieusement, croyant qu'ils ne seraient jamais révélés. Dans une nuit solitaire dans son luxueux appartement, Henri réfléchissait aux erreurs du passé. Il s'était fait de puissants ennemis tout au long de sa carrière, des personnes qui n'hésiteraient pas à utiliser Isabelle comme une pièce dans leur jeu de vengeance. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était l'un des détectives. « Et Monsieur Henri, nous avons trouvé quelque chose. » Un témoin a dit avoir vu Isabelle sortir d'un hôtel du centre-ville, la nuit de sa disparition. Elle avait l'air perturbée et était seule. Henri s'accrocha à l'espoir que cette nouvelle piste offrait. Continuez à enquêter. Je veux chaque détail. Peu importe le coût. Pendant ce temps, la tension montait. Henri sentait qu'il était en train de courir contre la montre. Les souvenirs du passé continuaient à le hanter, lui rappelant que les péchés commis pouvaient avoir des conséquences terribles. Il savait que retrouver Isabelle n'était que le début. La vraie bataille serait de faire face à ce qu'elle avait découvert, ce qui l'avait poussé à fuir. Déterminé à ne laisser aucune pierre non retournée, Henri intensifia ses efforts. Il savait que la vérité était quelque part, attendant d'être découverte. Et quand il la trouverait enfin, il devrait être prêt à affronter les conséquences, aussi dévastatrices soient-elles. Ainsi, dans le monde luxueux et sombre des affaires à Paris, Henri poursuivait sa recherche désespérée d'Isabelle, conscient que chaque nouvelle découverte le rapprochait à la fois de la vérité et du danger imminent. Les semaines qui suivirent furent marquées par une inquiétude croissante pour Camille. Bien que sa vie chez Jacques soit calme et remplie de moments agréables, son esprit était un champ de bataille constant. De plus en plus, elle était tourmentée par des rêves perturbateurs qui la laissaient épuisée et confuse. Lors d'une de ces nuits, Camille se réveilla en sursaut, haletante et le cœur battant la chamade. Elle ferma les yeux, essayant de se raccrocher aux images fragmentées qui avaient envahi son sommeil. Il y avait un visage, déformé par la peur et la colère, et un médaillon avec un nom gravé, Isabelle. Se sentant perdue, elle se leva et se dirigea vers la cuisine, où Jacques préparait du café. « Jacques, j'ai eu un autre rêve » eut dit Camille, sa voix tremblante. « Et cette fois, j'ai vu un médaillon avec le nom Isabelle gravé dessus. Je pense que cela pourrait être un indice sur qui je suis. » Jacques la regarda avec inquiétude et détermination. « Et nous allons découvrir ce que cela signifie, Camille. Nous ne laisserons pas ces fragments de mémoire continuer à te tourmenter. » Nous allons enquêter ensemble. Déterminés à suivre cette nouvelle piste, Jacques et Camille commencèrent à chercher des informations en ville et dans les environs. Ils visitèrent des boutiques d'antiquités, demandant des médaillons similaires, et parlèrent à des personnes âgées qui pourraient avoir des connaissances sur des familles locales ou des événements passés impliquant quelqu'un appelé Isabelle. Un jour, alors qu'ils se promenaient sur le marché local, une vendeuse de bijoux artisanaux s'approcha d'eux. « Vous cherchez quelque chose de spécifique ? J'ai beaucoup de pièces anciennes qui pourraient vous intéresser. » Camille décrivit le médaillon de ses rêves. La vendeuse réfléchit un moment avant de répondre. « Je connais quelqu'un qui pourrait peut-être aider. Il y a une antiquaire dans la ville voisine, il est spécialiste des bijoux anciens et pourrait connaître cette pièce. » Avec un nouveau fil d'espoir, Jacques et Camille se dirigèrent vers la ville voisine.
dans l'antiquaire, ils furent accueillis par un vieil homme qui les écouta attentivement pendant que Camille décrivait le médaillon. « Oui, j'ai déjà vu quelque chose de similaire », eût dit l'antiquaire, examinant un catalogue ancien. « Ce médaillon a été fabriqué sur commande pour une famille de Paris. C'était une pièce unique, gravée du nom Isabelle. » Camille sentit un frisson en entendant cela. « Alors c'est vrai. Je suis Isabelle ?» L'antiquaire acquiesça. « Et il semble que oui. Mais qu'est-ce qui amène une personne de Paris dans une petite ville comme celle-ci? C'est quelque chose qui reste à découvrir. » Jacques, voyant l'angoisse de Camille, prit sa main. « Nous nous rapprochons de la vérité. Ne nous arrêtons pas maintenant. » Alors qu'ils poursuivaient leur enquête, davantage de fragments de mémoire commencèrent à émerger pour Camille. Elle se souvenait d'un grand salon, d'événements luxueux et d'une sensation de danger constant. Chaque nouvelle pièce apportait à la fois un soulagement et plus de questions. De retour à Provence, Jacques et Camille commencèrent à rassembler toutes les informations qu'ils avaient recueillies. Cartes, photos et notes étaient éparpillées sur la table de la cuisine, créant une chronologie chaotique mais pleine de promesses. « Nous progressons », déclara Jacques, enthousiaste. « Chaque nouvelle piste nous rapproche un peu plus de la vérité sur ton passé. » Camille acquiesça, encore un peu effrayée, mais sentant une force renouvelée. « Et merci, Jacques. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Alors qu'ils continuaient à assembler les fragments de mémoire, Jacques et Camille savaient qu'ils étaient sur le point de résoudre un mystère plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Le nom d'Isabelle était désormais plus qu'un simple mot gravé sur un médaillon, c'était la clé d'un passé rempli de secrets et de dangers sur le point d'être révélé. L'enquête minutieuse de Jacques et de Camille commençait à porter ses fruits. Les informations recueillies à l'antiquaire et les souvenirs fragmentés de Camille commençaient à former un tableau plus clair. Un jour, alors qu'ils passaient en revue leurs notes, Jacques trouva un vieux article de journal sur une femme disparue de Paris nommée Isabelle, dont le visage semblait étrangement familier à Camille. « Camille, regarde ça », dit Jacques en lui montrant l'article. « Cette femme disparue, Isabelle, elle te ressemble beaucoup. » Camille fixa la photo. « C'est vrai, Jacques. C'est moi. Je suis Isabelle. » Avec cette nouvelle confirmation, les souvenirs de Camille commencèrent à revenir avec plus d'intensité. Elle se souvenait de moments spécifiques de sa vie à Paris, de soirées mondaines luxueuses et de fêtes grandioses. Cependant, ces souvenirs faisaient également ressurgir des souvenirs plus sombres. « Jacques, je me souviens de Henri », dit Camille, sa voix tremblante. « Et il était mon mari. Au début, il était charismatique et charmant, mais ça a changé. Il est devenu contrôlant et abusif. J'avais tellement peur. » Jacques écouta attentivement, le cœur serré en voyant la douleur dans les yeux de Camille. « Tu as fui de lui ?» Camille acquiesça, les larmes coulant sur son visage. « Eh oui. Une nuit, après une dispute horrible, j'ai réalisé que ma vie était en danger. J'ai pris quelques affaires et j'ai fui. Ce fut la nuit la plus terrifiante de ma vie. Je me souviens avoir conduit pendant des heures, essayant de m'éloigner le plus possible. C'est là que tu m'as trouvé. » Alors que Camille parlait, Jacques ressentait un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse pour la douleur endurée par Camille et soulagement de comprendre enfin ce qui l'avait amené à lui. « Nous allons en apprendre davantage sur Henri et nous assurer qu'il ne puisse plus te faire de mal, » déclara Jacques avec fermeté. « Et tu es en sécurité maintenant, Camille. » L'enquête se poursuivit, et d'autres pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter. Camille se souvint de détails spécifiques sur les affaires de Henri, ses connexions et les sombres secrets qu'il cachait. Chaque nouveau souvenir qui surgissait aidait à dresser un tableau plus clair de la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Jour, alors qu'il passait en revue les documents et les notes, Camille trouva une lettre qu'elle avait cachée à l'intérieur d'un vieux livre. C'était une lettre d'adieu qu'elle s'était écrite, expliquant sa décision de fuir. « Jacques, regarde ça », dit Camille, lui tendant la lettre. « Et j'ai écrit ça avant de partir. Tout est là, les raisons, les peurs, la décision de quitter Paris pour sauver ma vie. » Jacques lut attentivement la lettre, ressentant la profondeur du désespoir que Camille avait éprouvé. « Cela confirme tout. Nous devons apporter ces informations à la police. »
Ils doivent savoir à propos de Henri et du danger qu'il représente. Avec les révélations devenant de plus en plus claires, Jacques et Camille décidèrent d'agir. Ils rassemblèrent toutes les preuves qu'ils avaient, la lettre, les fragments de mémoire, l'article de journal, et se rendirent au poste de police locale. Le commissaire écouta attentivement l'histoire de Camille et examina les preuves. « Et c'est très sérieux, et dit-il. Et nous allons ouvrir une enquête officielle. Henri ne peut pas rester impuni. » Tandis que Camille observait les policiers commencer à enquêter sur le passé de Henri, elle sentit un poids lui être ôté des épaules. Pour la première fois, elle sentait qu'elle était sur la bonne voie pour se libérer du passé et trouver la paix. Avec Jacques à ses côtés, elle savait qu'elle pouvait affronter n'importe quoi. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, et la vérité sur sa vie en tant qu'Isabelle émergeait de l'ombre. À chaque jour qui passait, de nouveaux fragments de la vie de Camille en tant qu'Isabelle apparaissaient. Les souvenirs étaient vifs et souvent douloureux, mais ils apportaient aussi une clarté nécessaire. Camille se souvenait d'événements spécifiques, de visages et de lieux à Paris, et, plus important encore, de la peur constante qu'elle ressentait envers Henri. Avec les révélations de plus en plus claires, aussi bien elle que Jacques réalisaient la gravité de la situation. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine, Jacques regarda profondément dans les yeux de Camille. « Et Camille, nous devons partir pour Paris. Nous devons affronter Henri et rechercher la justice. Nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer impunément pour tout ce qu'il a fait. » Camille prit une grande inspiration, sachant que Jacques avait raison. L'idée de retourner à Paris la remplissait d'anxiété, mais elle savait que c'était la seule façon de clore ce sombre chapitre de sa vie. « Je sais, Jacques. J'ai peur, mais je dois le faire. Et je suis tellement reconnaissante que tu sois à mes côtés. » Jacques serra sa main avec fermeté. « Je te promets que je vais te protéger, quoi qu'il arrive. Je ne laisserai pas Henri te faire du mal à nouveau. » Avec cette décision prise, les préparatifs pour le voyage commencèrent. Camille emballa quelques vêtements et documents importants, pendant que Jacques s'occupait des détails logistiques. Ils informèrent la police locale de leur plan et reçurent des conseils sur la manière de procéder une fois à Paris. Le voyage jusqu'à Paris fut tendu. Camille regardait par la fenêtre de la voiture, absorbant le paysage qui passait des champs paisibles à la métropole animée. Son cœur battait rapidement à mesure qu'ils approchaient de la ville, mais la présence rassurante de Jacques à ses côtés la renforçait. Une fois arrivés à Paris, ils se rendirent directement au commissariat central, où ils rencontrèrent l'inspecteur en charge de l'affaire. Camille donna un témoignage détaillé de sa vie avec Henri, des abus qu'elle avait subis et des circonstances qui l'avaient amenée à fuir. « Isabelle, votre courage est admirable », lui déclara l'inspecteur. « Nous avons une équipe prête à enquêter sur les accusations contre Henri. » Nous veillerons à ce qu'il soit traduit en justice. Avec le soutien de la police, Camille et Jacques se préparèrent pour l'affrontement final. Camille passa mentalement en revue les événements passés, renforçant sa détermination. Jacques, quant à lui, reste vigilant, toujours aux côtés de Camille, prêt à la protéger. Enfin, le moment est venu. La police organise une opération pour arrêter Henri. Camille et Jacques sont présents, observant de loin. Lorsqu'Henri est abordé par les officiers dans son luxueux manoir, il tente de résister, mais est rapidement maîtrisé et menotté. Alors qu'Henri est emmené, il aperçoit Camille au loin. Ses yeux se plissent de colère, mais elle ne détourne pas le regard. Elle ressent une vague de soulagement et de pouvoir en affrontant son tourmenteur. « Et tu ne pourras pas fuir éternellement, Isabelle », crie Henri, alors qu'il est traîné par les policiers. Camille, se sentant en sécurité et soutenue par Jacques, répond avec fermeté. « Mon nom est désormais Camille. Et tu ne pourras plus jamais me faire de mal. » Avec Henri finalement sous garde, Camille sent un poids énorme se soulever de ses épaules. Le voyage a été long et douloureux, mais la confrontation avec le passé est une étape cruciale vers sa guérison. À côté de Jacques, elle sait qu'elle peut affronter n'importe quel défi. Rentrez à la maison, lui dit Jacques, l'enveloppant dans un câlin protecteur. Notre vrai chez nous. Alors qu'il s'éloigne du manoir d'Henri, Camille regarde devant elle avec un espoir renouvelé. Le passé est enfin là où il doit être, et l'avenir brille de promesses d'une nouvelle vie sûre. À Paris, Henri est dans son luxueux salon, entouré de rapports et de documents.
Son expression est de pure détermination, nourrie par la colère et le désespoir. La nouvelle de la disparition d'Isabelle s'est rapidement répandue, et son absence prolongée commence à susciter des soupçons parmi ses associés. Henri sait qu'il doit la retrouver avant que plus de questions ne soient posées. Utilisant tous ses contacts et ressources, Henri engage des détectives privés et utilise ses vastes ressources financières pour suivre toute piste sur le lieu où se trouve Isabelle. Des appels sont passés à toutes les heures du jour et de la nuit, tandis qu'Henri fait pression sur ses contacts pour obtenir des informations. Il fouille les registres des hôtels, les caméras de surveillance et même parle à des informateurs du monde souterrain. Des semaines de recherche intensive commencent à porter leurs fruits lorsqu'un des détectives apporte une nouvelle piste. Monsieur Henri, nous avons trouvé un enregistrement d'une femme ressemblant à Isabelle dans une petite ville de l'intérieur. Un homme nommé Jacques l'a récemment amenée à l'hôpital. Henri fronce les sourcils, absorbant l'information. Jacques? Qui est cet homme? Et un résident local. Il semble être un homme simple, travailleur. La femme qui l'a emmené à l'hôpital n'avait pas d'identification, mais la description correspond à Isabelle. Décidé à reprendre le contrôle, Henri décide qu'il est temps d'agir. Y préparer la voiture. Nous partons pour cette ville immédiatement. Le voyage jusqu'à la petite ville est marqué par un silence tendu. Henri, toujours habitué à être aux commandes, est consumé par des pensées de vengeance et de contrôle. Il ne peut pas permettre qu'Isabelle s'échappe et expose les secrets de son passé sombre. En arrivant dans la ville, Henri commence discrètement à rechercher des informations sur Jacques et Camille. Il sait qu'il ne peut pas se permettre de susciter des soupçons. Des questions sont posées dans les bars, les magasins et même à l'église locale. Les descriptions de Jacques et Camille apparaissent rapidement, confirmant qu'ils sont vraiment là. Enfin, Henri aperçut Jacques et Camille marchant ensemble sur le marché local. Les voir ainsi, côte à côte, heureux et insouciants, fit bouillir son sang. Henri ressentit un mélange de jalousie et de colère, déterminé à récupérer Isabelle à tout prix. Ce soir-là, alors que Jacques et Camille étaient chez eux, il y eut un coup frappé à la porte. Jacques alla ouvrir, seulement pour trouver Henri, avec une expression déterminée et glaciale. « Et Isabelle, il est temps de rentrer à la maison », eut dit Henri, ignorant complètement Jacques et se concentrant sur Camille. Camille sentit un frisson de peur lui parcourir l'échine, mais elle resta ferme. « Mon nom est Camille maintenant, et je ne vais nulle part avec toi. » Henri fit un pas en avant, essayant de l'intimider. « Et tu n'as pas le choix, Isabelle. Viens avec moi maintenant, ou tu le regretteras. » Jacques se mit entre Camille et Henri, son expression sérieuse et résolue. « Et elle a dit qu'elle ne viendrait pas avec toi. Et si tu essaies de la forcer, tu devras passer par moi d'abord. » La tension dans l'air était palpable. Henri regarda Jacques avec dédain, mais il réalisa qu'il ne pourrait rien obtenir par la force. « Ce n'est pas fini, » y dit-il, avant de se retourner et de partir. Jacques ferma la porte à clé, la verrouillant fermement. Il se tourna vers Camille, qui tremblait mais était déterminée. « Et trouvons un moyen de nous en débarrasser une fois pour toutes, » y dit-il, en lui tenant la main. Camille hocha la tête, sachant que la bataille était loin d'être terminée, mais se sentant plus forte avec Jacques à ses côtés. Ils ne fuyaient plus. Maintenant, ils étaient prêts à affronter Henri de front et à s'assurer qu'ils ne puissent plus la contrôler. La quête désespérée d'Henri venait de commencer, mais Camille et Jacques étaient déterminés à se battre pour leur liberté et pour un avenir ensemble, sans peur et sans ombre du passé. Henri était retourné dans la petite ville avec une détermination renouvelée. La rencontre précédente avec Jacques et Camille n'avait fait qu'alimenter sa colère et son désir de contrôle. Il savait qu'il devait agir rapidement pour récupérer Isabelle avant qu'elle ne puisse révéler aucun de ses secrets. Résolu à ne pas rentrer les mains vides, Henri élabora un plan plus agressif. Le lendemain, alors que Jacques et Camille se promenaient sur le marché local, Henri les aperçut de loin. Ses yeux se rétrécirent et il avança rapidement dans leur direction. Camille, sentant la présence menaçante, se retourna et vit Henri s'approcher à grands pas. La peur qui l'avait autrefois paralysé se transformait, maintenant, en une détermination féroce. « Isabelle » appela Henri, ignorant les regards curieux des gens autour. « Finissons-en avec ces jeux. Tu viens avec moi maintenant. » Camille redressa le menton, faisant face à Henri avec courage.
Mon nom est Camille, et je ne vais nulle part avec toi. Henri s'approcha, son visage à quelques centimètres de celui de Camille. Et tu crois vraiment pouvoir te cacher de moi? Tu crois que cet homme peut te protéger? Il lança un regard de mépris à Jacques. Jacques, sentant la tension monter, fit un pas en avant, se plaçant entre Camille et Henri. Et elle a dit qu'elle ne viendrait pas avec toi, Henri. Respecte sa volonté. Henri rit amèrement. Et respecte her? Isabelle est ma femme. Elle m'appartient. Camille sentit une vague de colère et de dégoût. Je n'ai jamais été ta propriété, Henri. Et je ne le serai jamais. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'Henri attrapa le bras de Camille, essayant de la tirer vers la voiture. Jacques intervint immédiatement, repoussant Henri. Lâche-la maintenant. Jacques cria, son visage déformé par la colère. Henri se remit rapidement et lança un coup de poing sur Jacques, qui esquiva et riposte avec un coup précis. La bagarre éclata alors la même, au milieu du marché, avec les deux hommes échangeant coups de poing et bousculades. Les gens autour se sont éloignés, observant le conflit avec horreur et fascination. Camille, voyant la violence se dérouler devant elle, a crié à l'aide. Quelqu'un, s'il vous plaît, appelez la police. Henri, alimenté par la haine et la détermination aveugle, continuait à se battre, mais Jacques, motivé par l'amour et le besoin de protéger Camille, se battait avec une féroce égalité. Le son des coups de poing et des corps tombant sur le sol résonnait dans le marché. Finalement, la police arriva, séparant les deux hommes. Henri fut menotté, tandis qu'il continuait à proférer des menaces. « Et tu ne peux pas m'arrêter, Jacques. Isabelle est à moi. Je reviendrai pour elle. » Les policiers emmenèrent Henri au poste, tandis que Jacques, essoufflé et blessé, se tourna vers Camille, qui se précipita dans ses bras. « Ça va ?» demanda-t-il, inquiet dans ses yeux. Camille hocha la tête, le tenant fermement. « Eh oui, grâce à toi. Je ne le laisserai plus jamais me terroriser. » Au poste, Camille témoigna, racontant tous les abus qu'elle avait subis aux mains de Henri. Avec les nouvelles preuves et témoignages, la police commença à monter un dossier solide contre lui. Henri, réalisant que son contrôle sur Isabelle s'effritait, devint encore plus furieux et désespéré. Alors qu'Henri était emmené en garde à vue, Camille et Jacques rentrèrent chez eux, épuisés mais soulagés. Ils savaient que la bataille n'était pas encore complètement gagnée, mais ils avaient fait un grand pas pour assurer la sécurité et la liberté de Camille. « Merci de m'avoir protégé, Jacques », dit Camille alors qu'il soignait ses blessures. « Je te protégerai toujours, Camille », répondit Jacques, avec un sourire fatigué. « Nous sommes ensemble là-dedans, jusqu'au bout. » Avec Henri hors jeu, du moins pour le moment, Camille et Jacques commencèrent à planifier les prochaines étapes, déterminés à affronter tous les défis à venir. Ils savaient que le chemin était encore long, mais ensemble, ils étaient prêts pour tout. Après l'affrontement explosif sur le marché, Camille et Jacques savaient qu'ils devaient trouver des preuves tangibles des crimes de Henri pour garantir qu'il soit arrêté et incapable de causer plus de dommages. La détermination de Camille à révéler la vérité sur Henri ne faisait que croître, et Jacques était à ses côtés, prêt à l'aider à chaque étape. De retour chez Jacques, ils commencèrent à fouiller dans les documents et les affaires que Camille avait ramenés de Paris. Parmi les papiers, ils trouvèrent un vieux carnet d'Isabelle, rempli de notes sur les activités de Henri. Camille se souvenait avoir commencé à tout documenter lorsqu'elle avait commencé à soupçonner les activités illégales de son mari. « Regarde ça, Jacques », dit Camille, pointant une entrée spécifique. « Voici les enregistrements de transactions financières que Henri a tenté de cacher. Il y a des comptes dans des paradis fiscaux et des transferts suspects. » Jacques fronça les sourcils, examinant les documents. « Et c'est une preuve solide. Nous devons apporter cela à la police immédiatement. » En plus des relevés financiers, Camille trouva des lettres et des emails imprimés que Henri avait reçus de collaborateurs impliqués dans des activités illégales. Il y avait des mentions de pots de vin, d'extorsion et même de menaces à l'encontre de concurrents. Chaque document qu'il trouvait rendait le dossier contre Henri plus solide. Armés de ces nouvelles preuves, Camille et Jacques se rendirent au commissariat local. L'inspecteur qui les a accueillis a écouté attentivement pendant que Camille expliquait l'importance de chaque document. « Ce sont des preuves accablantes », a déclaré l'inspecteur en feuilletant les papiers. «
Et avec cela, nous pouvons ouvrir une enquête officielle contre Henri et nous assurer qu'il réponde de ses crimes. Pendant que la police commençait son enquête, Henri, en détention provisoire, a commencé à réaliser que les choses se resserraient autour de lui. Il a reçu des informations de ses avocats sur les nouvelles preuves présentées et savait qu'il se trouvait dans une situation précaire. Désespéré, Henri a élaboré un plan risqué pour tenter de reprendre le contrôle. Au milieu de la nuit, alors que la ville dormait, Henri a soudoyé un garde de prison et a réussi à s'échapper. Avec l'aide de contacts influents, il prévoyait d'enlever Camille et de fuir le pays, cherchant à reprendre le contrôle de sa vie et à éliminer toute menace d'exposition. Le lendemain matin, Camille et Jacques ont été informés de la fuite d'Henri. La panique s'est installée rapidement, mais Jacques est resté calme, sachant qu'il devait protéger Camille à tout prix. Nous devons nous cacher jusqu'à ce que la police le retrouve, a déclaré Jacques en préparant les bagages. Allons dans un endroit sûr. Alors qu'ils se préparaient à quitter la maison, ils ont entendu un bruit de l'extérieur. Henri, déterminé et impitoyable, avait trouvé leur emplacement. Il a enfoncé la porte avec une expression de colère incontrôlable. « Isabelle, tu viens avec moi maintenant » y a crié Henri en avançant dans la maison. Camille a reculé, mais Jacques s'est interposé entre eux, tenant un morceau de bois comme arme improvisée. « Et tu ne la toucheras pas, Henri. Cela se termine ici. » Henri a ri avec dédain. « Et tu penses vraiment pouvoir m'arrêter, Jacques ? Isabelle est à moi et le restera toujours. » La tension était palpable alors qu'Henri avançait, mais avant qu'il n'atteigne Camille, la police, alertée par des voisins ayant entendu la bagarre, a fait irruption dans la maison. Henri a été rapidement maîtrisé et menotté, sa tentative désespérée ayant échoué. Alors qu'Henri était ramené en garde à vue, l'inspecteur s'est approché de Camille et de Jacques. « Et vous êtes incroyablement courageux, vous deux. Grâce à vous, nous avons suffisamment de preuves pour nous assurer qu'Henri réponde de ses actes. » Camille ressenti un souliment. Et merci, inspecteur. Nous volons jusqu'à cela essi termine, pour que nous puissions vivre en paix. Jacques a serré la main de Camille, ses yeux reflétant sa détermination à protéger l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Et nous pouvons maintenant avancer. Avec Henri finalement hors de scène et la vérité révélée, Camille et Jacques ont senti qu'un nouveau chapitre de leur vie commençait. La bataille avait été dure, mais ensemble, ils avaient la force nécessaire pour affronter tout défi que l'avenir leur réservait. Le soulagement de savoir qu'Henri était de retour en garde à vue a été de courte durée. Camille et Jacques savaient que tant qu'ils seraient libres, la menace ne serait pas complètement écartée. Henri était un homme puissant, avec de nombreux contacts et ressources, et il devait être prêt pour tout. En prison, Henri était furieux et déterminé à se venger. En utilisant ses contacts extérieurs, il a réussi à faire passer un message menaçant à Camille et à Jacques. Il détenait des secrets qui pourraient ruiner la réputation de nombreuses personnes influentes, y compris des membres de la communauté où vivait Jacques. Henri a menacé de tout révéler si Camille ne revenait pas vers lui. Camille a reçu le message avec un mélange de colère et de peur. Hélas, savait qu'Henri bluffait en partie, mais elle savait aussi qu'il était capable de tout pour reprendre le contrôle. Déterminée à protéger Jacques et la nouvelle vie qu'ils construisaient ensemble, elle décida de confronter Henri de front. « On ne peut pas le laisser nous contrôler avec ses menaces », dit Camille à Jacques. « On doit exposer tous ses crimes une bonne fois pour toutes et s'assurer qu'il ne puisse plus jamais nous menacer. » Jacques était d'accord, son inquiétude visible sur son visage, mais aussi une détermination ferme. « Allons voir la police. On doit s'assurer que chaque preuve contre Henri soit révélée et qu'il paie pour tout. » Ensemble, Camille et Jacques se rendirent au commissariat, où ils rencontrèrent l'inspecteur en charge de l'affaire. Ils expliquèrent la situation et montrèrent les messages menaçants d'Henri. Ce qu'Henri fait, c'est une tentative désespérée de reprendre le contrôle, dit l'inspecteur. Et on doit agir rapidement. On va renforcer la sécurité et s'assurer que toutes ces menaces soient enquêtées. Pendant que la police élaborait un plan pour faire face à Henri, Camille se préparait émotionnellement pour la confrontation finale. Elle savait qu'elle devait affronter Henri avec courage et détermination, montrant qu'il n'avait plus de pouvoir sur elle. Le jour de la confrontation arriva rapidement. Henri fut emmené au tribunal pour une audience, et Camille et Jacques étaient présents, accompagnés d'une équipe de sécurité. Henri, menotté, affichait toujours une expression d'arrogance et de confiance.
Il croyait que ces menaces suffiraient à plier Camille. Lorsque l'audience commença, Henri fit son jeu, menaçant de révéler des secrets et de détruire des réputations. Camille, cependant, était prête. Elle se leva et fit face à Henri directement. « Tes jours de contrôle et de manipulation sont finis, Henri, y dit-elle avec fermeté. Je n'ai pas peur de toi et je ne te permettrai plus de détruire des vies. J'ai des preuves de tous tes crimes et je suis ici pour m'assurer que la justice soit rendue. » Le tribunal resta silencieux alors que Camille présentait les preuves, détaillant chacun des crimes d'Henri. La salle était remplie de membres de la communauté, beaucoup d'entre eux choqués d'entendre l'étendue des activités criminelles d'Henri. L'inspecteur présenta également ses investigations, corroborant les allégations de Camille avec des preuves supplémentaires. Les preuves étaient accablantes. Henri, réalisant qu'il était acculé, perdit son sang-froid, criant et essayant d'intimider Camille et Jacques. Mais le juge, voyant la culpabilité évidente d'Henri et sa tentative de manipulation, ordonna son arrestation immédiate sans possibilité de caution. Henri fut ramené en prison, cette fois pour attendre un procès qui se solderait sûrement par une longue et définitive condamnation. Lorsque l'audience prit fin, Camille ressentit une vague de soulagement et de liberté. Pour la première fois, le poids de la peur et de l'incertitude avait été levé. Elle se tourna vers Jacques, qui l'étreignit avec force. « On l'a fait, » eut dit Jacques, sa voix emplie d'émotion. « Et il ne peut plus nous faire de mal. » Camille sourit, se sentant plus forte et plus déterminée que jamais. « Eh oui, on l'a fait. Et maintenant, on peut enfin vivre en paix. » Avec Henri hors de scène et toutes ces menaces exposées, Camille et Jacques commencèrent à reconstruire leur vie avec un nouvel espoir. Ils savaient que, ensemble, ils pourraient affronter n'importe quel défi et que l'avenir, enfin, était libéré des ombres du passé. L'arrestation définitive d'Henri apporta un sentiment de soulagement et de sécurité que Camille et Jacques désiraient depuis longtemps. L'ombre qui planait sur leur vie se dissipait enfin, permettant à la lumière de l'espoir et de l'amour d'illuminer le chemin devant eux. Quelques semaines après le procès, alors qu'ils s'adaptaient à une routine plus calme, Camille commençait à se sentir différente. Au début, elle attribuait sa fatigue et ses nausées au stress des événements récents, mais lorsque les symptômes persistaient, elle décidait de consulter un médecin. Jacques l'accompagnait à son rendez-vous, inquiet mais espérant que rien de grave ne se produise. Après quelques examens, le médecin leur souriait et leur annonçait une nouvelle qui changerait leur vie pour toujours. « Felicitations, Camille. Vous êtes enceinte. » Camille restait silencieuse un instant, absorbant l'information. Ses yeux se remplissaient de larmes de bonheur alors qu'elle regardait Jacques, qui était lui aussi visiblement ému. « Nous allons avoir un bébé », y disait Camille, sa voix emplie de joie. Jacques la serrait dans ses bras avec force, son cœur débordant d'amour et de gratitude. « C'est incroyable, Camille. Notre bébé sera la preuve de notre amour et du courage que nous avons eu pour surmonter tout cela. » La nouvelle de la grossesse apportait une nouvelle énergie à leur vie. Camille et Jacques commençaient à préparer la maison pour l'arrivée du bébé, transformant chaque pièce avec soin et attention. La petite maison de campagne, déjà accueillante, était désormais emplie d'une attente joyeuse et d'un amour palpable. Le jardin, où Camille et Jacques passaient des heures à planter des fleurs et des herbes, fleurissait comme jamais auparavant. La nature autour d'eux reflétait le renouveau et l'espoir qu'ils ressentaient. Les voisins, devenus des amis proches, partageaient également leur joie, offrant leur aide et des cadeaux pour le futur bébé. Alors qu'ils préparaient la chambre du bébé, Camille s'arrêtait souvent pour admirer le résultat de leur travail. Les murs peints de couleurs douces, les meubles choisis avec soin, tout semblait parfait. « Je n'aurais jamais imaginé pouvoir être aussi heureuse », disait Camille, caressant doucement son ventre. Y est pensé que tout cela a commencé par une rencontre inattendue au bord de la route. Jacques souriait, se rappelant comment leurs chemins s'étaient croisés. « La vie a un drôle de chemin pour nous surprendre, n'est-ce pas ? Mais je ne changerai rien. Chaque défi nous a menés jusqu'ici. » Avec le temps, Camille réalisait enfin qu'elle avait trouvé la paix qu'elle désirait tant. Elle et Jacques n'étaient pas seulement des survivants des adversités qu'ils avaient affrontées, mais aussi les architectes d'une nouvelle vie, pleine d'amour et de promesses. Le jour de la naissance arrivait, avec lui, un mélange de nervosité et d'excitation. Jacques restait aux côtés de Camille tout le temps, lui tenant la main et lui offrant des mots d'encouragement. Enfin,
le doux pleur d'un bébé emplissait la pièce, faisant couler des larmes aux yeux de tous les deux. « Bienvenue dans le monde, notre petit », lui disait Jacques, tenant le bébé dans ses bras. Camille regardait le visage de son fils, ressentant une connexion immédiate et profonde. « Et il est parfait, Jacques. Notre famille est complète. » La maison de Jacques, désormais transformée en un foyer rempli d'amour et d'espoir, devenait le cadre d'un nouveau commencement. Camille et Jacques, unis par l'amour et le courage, étaient prêts à affronter tous les défis que l'avenir leur réservait. Ils savaient que la vie pouvait encore leur réserver des surprises et des difficultés, mais ils savaient aussi qu'ensemble, ils pouvaient tout surmonter. Et ainsi, le couple commençait un nouveau chapitre, prêt à affronter de nouvelles aventures et défis, renforcés par le véritable amour qui les unissait et par la nouvelle vie dont ils avaient désormais le privilège de prendre soin et de protéger. Le passé était enfin là où il devait être, dans le passé, et l'avenir brillait de promesses de bonheur et d'accomplissement. Avec la naissance du bébé, Camille et Jacques se sentaient plus connectés que jamais. La petite maison de campagne était remplie de joie et de rire, chaque jour apportant de nouvelles découvertes et des moments précieux avec le nouveau-né. Ils décidèrent alors d'organiser une célébration pour présenter officiellement le bébé à la communauté et remercier du soutien qu'ils avaient reçu. Les préparatifs pour la célébration commencèrent des semaines avant l'événement. Jacques, avec son habileté pratique, construisit une belle pergola dans le jardin, où les tables seraient disposées. Il passa des jours à couper et poncer le bois, assemblant la structure avec soin. Camille, quant à elle, se consacra à préparer l'ambiance, choisissant des fleurs fraîches et des rubans colorés pour décorer l'espace. Elle passa aussi des heures en cuisine, expérimentant des recettes et préparant des plats délicieux qui seraient servis aux invités. L'atmosphère était empreinte d'une attente joyeuse, tous impatients de partager ce moment spécial. Camille et Jacques rendirent visite à chaque voisin personnellement pour les inviter à la célébration, et la nouvelle de l'événement se répandit rapidement dans la communauté. L'anticipation était palpable, et tous étaient impatients de rencontrer le nouveau membre de la famille. Le jour de la célébration, le jardin était rempli d'amis et de voisins. Le soleil brillait intensément, et une légère brise rendait l'atmosphère encore plus agréable. Une musique douce jouait en arrière-plan, créant une atmosphère chaleureuse et festive. Les tables étaient couvertes de nappes blanches et ornées de compositions florales que Camille avait confectionnées avec soin. Les invités se regroupaient en petits groupes, discutant et riant, pendant que les enfants couraient et jouaient dans le jardin. Jacques était aux côtés de Camille, tenant le bébé dans ses bras. Il souriait tandis que les invités venaient un à un rencontrer le nouveau membre de la famille. Madame Dupont, la propriétaire de la boulangerie, fut l'une des premières à s'approcher. « Il est si beau, Camille », eût dit Madame Dupont, regardant affectueusement le bébé. « Vous devez être très fiers, tous les deux. »« Nous le sommes, en effet », répondit Camille, avec un sourire radieux. « Merci d'être venu partager ce moment avec nous. » Tout au long de l'après-midi, les invités continuèrent à arriver, apportant des cadeaux et des mots de tendresse. Camille et Jacques furent émus par la générosité et le soutien de la communauté. Le prêtre de l'église locale était également présent, offrant une bénédiction spéciale au bébé et à la famille. Pendant la célébration, Camille fit un bref discours, remerciant tous pour leurs soutiens et leur amitié. Elle partagea un peu de leur voyage, les difficultés qu'ils avaient rencontrées et comment la communauté avait été essentielle à leur rétablissement et à leur bonheur. « Sans vous, je ne sais pas où nous serions aujourd'hui », dit Camille, la voix tremblante. « Chacun de vous a joué un rôle important dans notre nouvelle vie, et pour cela, nous vous sommes éternellement reconnaissants. » Les applaudissements résonnèrent dans le jardin, et des larmes de joie brillèrent dans les yeux de nombreux participants. La célébration se poursuivit, avec des histoires partagées, des enfants qui jouaient et une sensation d'unité et d'appartenance imprégnant l'air. La cuisine préparée par Camille fut un succès, avec tous louant ses plats délicieux. Alors que le soleil commençait à se coucher, le jardin fut illuminé par de petites lumières que Jacques avait installées. L'ambiance est devenue encore plus magique, avec les lumières scintillant à travers les feuilles des arbres. Camille et Jacques se sont éloignés un peu de la foule, observant le spectacle devant eux. Le bébé, blotti dans les bras de Jacques, dormait paisiblement, inconscient de l'agitation autour de lui. « Regarde ça, Jacques », dit doucement Camille. « Nous avons construit quelque chose de beau ici. Notre vie est pleine d'amour et de promesses pour l'avenir. » Jacques était d'accord, son cœur plein de gratitude.
Eh oui, Camille. Et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Nous ne faisons que commencer notre voyage. Alors qu'il regardait les amis et les voisins s'amuser, Camille ressentit une profonde sensation d'accomplissement. Elle savait que, quelles que soient les difficultés à venir, elle aurait toujours Jacques à ses côtés, et ensemble, ils pourraient surmonter tous les obstacles. L'amour qu'ils partageaient était la base solide sur laquelle ils construiraient leur vie, et la communauté qui les entourait était un rappel constant qu'ils ne seraient jamais seuls. Le son d'une musique lente commença à jouer, et Jacques tendit la main à Camille. « Veux-tu danser ?» y demanda-t-il avec un sourire. Camille accepta sa main, et ensemble, ils dansèrent sous les lumières scintillantes, entourés par les amis et la beauté de la nuit. Pendant qu'ils dansaient, Camille ressentit un profond calme, sachant qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Avec le ciel teinté d'orange et de rose par le coucher du soleil, Camille et Jacques échangèrent un regard complice et amoureux. La célébration de la vie qu'ils avaient construite ensemble n'était que le début de nombreuses autres à venir. Ils savaient que, peu importe les défis à venir, ils les affronteraient ensemble, avec la même courage et amour qui les avait unis depuis le début. Et ainsi, entourés d'amis et de la belle campagne provençale, Camille et Jacques embrassèrent l'avenir avec espoir et détermination, prêts pour chaque nouveau chapitre que la vie leur apporterait. Ils avaient affronté des tempêtes et surmonté des adversités, et maintenant, ils étaient prêts à célébrer chaque moment de bonheur que l'avenir leur réservait.